Donc j'ai changé un peu le titre de ma présentation un peu au dernier moment, je m'en excuse, tout simplement parce que j'ai eu une petite réflexion de dernière minute. C'est une réflexion qu'on a beaucoup en ce moment dans les études japonaises, à savoir que les jeunes chercheurs comme nous, au fur et à mesure des lectures, surtout en japonais, on se rend compte à quel point il y a un monde académique au Japon qui est foisonnant et qu'on manque clairement de traduction et d'échanges entre les deux, même si je sais que récemment, au niveau de Liège, on a eu des échanges notamment avec Litsume Kand, mais ça reste quand même assez très récent, même si c'est cette année, je crois. Sachant que les études sur le jeu et le jeu vidéo au Japon commencent dès les années 60, enfin fin des années 70, donc on a quand même un retard assez monumental. Et donc, partant de ce postulat, j'ai décidé plutôt que d'axer l'entièreté de ma présentation sur mes travaux à moi, c'est-à-dire ma vision des salles d'arcade au Japon, proposer dans un premier temps la vision des Japonais sur leur propre salle d'arcade, que ce soit au niveau des travaux académiques, mais aussi plutôt du côté de la culture populaire, des œuvres, etc., des magazines spécialisés, etc. En deuxième partie, je vais vous présenter comment dire, la situation, une vision de la situation actuelle des salles d'arcade, pas du tout exhaustive avec quelques statistiques. Et en dernier, si j'ai le temps, je vous présenterai plus concrètement, moi, mes travaux, de quelle manière j'ai décidé d'aborder les salles d'arcade, et notamment à travers l'exemple des machines à pince, donc les Crane Games ou encore les Ufo-Kacha japonais. Donc, en essayant de ne pas trop tomber dans l'essentialisme, sinon je vais me faire gronder par mon collègue David Javet. Donc, premièrement, oui, alors les magazines spécialisés. Donc, évidemment, je n'ai pas connu les années 70, ni 80, ni 90 dans les salles d'arcade au Japon. Donc, comment rendre compte de toute cette culture, en fait, bon, bah, ça passe par en partie les magazines spécialisés, notamment alors c'est pas exhaustif du tout, il y a évidemment d'autres magazines qui parlent de jeux et de salles d'arcade, mais on va dire ces deux magazines-là ont comme sujet principal les salles d'arcade et sont aussi disponibles à la lecture dans les salles d'arcade. Donc en premier, il y a le magazine Gamers, donc de 86 à 99, édité par la Shinsei-sha, pardon. Et ensuite Arcadia qui prend les suites de Gamest avec plus ou moins les mêmes équipes de 99 à 2015. J'ai pas mis le rythme de parution parce que ça évolue au fil des années et au fil de la chute des différents magazines. Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, les équipes d'Arcadia ont plus ou moins fusionné avec les équipes du Famitsu, qui est le magazine généraliste du jeu vidéo au Japon, dans le département arcade. Et ce qu'on peut retenir en gros de ces magazines spécialisés, c'est que notamment Gamest, par exemple, je voulais en ramener un, mais je l'ai oublié chez moi. Quasiment la moitié des magazines sont consacrés à la publication des scores. Donc vous allez avoir des pages avec différents noms de salles dans différents endroits et les scores avec les noms des joueurs, enfin les pseudos des joueurs en 3 lettres ou en 5 selon les jeux, avec les scores des différents jeux, etc. Donc c'était toute une culture comme ça du high score où les joueurs voulaient absolument savoir qui avait battu le record sur quel jeu, etc. Et ça crée évidemment toute une compétition autour de ça qui est encore plus ou moins active aujourd'hui, même si c'est à relativiser. Ensuite, dans Arcadia, on a plus le côté mania, c'est-à-dire on va avoir des ouvrages qui vont être spécialisés à 80% sur un jeu en particulier, sur les stratégies, les nouvelles techniques, les avis des lecteurs, c'est-à-dire on va avoir des échanges entre les joueurs, on va dire les plus hardcore entre guillemets, qui vont partager des techniques. Ça va être beaucoup axé sur les jeux de cartes, notamment avec les decks optimisés, etc. Donc on retrouve dans ces magazines-là une culture du high score et des manias assez prégnantes. Ensuite, ce qui concerne les ouvrages spécialisés, pareil, il y a des ouvrages qui sont, on va dire, qui traitent des jeux d'arcade, mais dont c'est pas le sujet principal. Là, je vous ai mis quand même deux exemplaires oui, l'évolution des jeux d'arcade, qui est une édition en 2 tomes. La première édition, c'est Shooting Game, et la deuxième, Action Game. Et en fait, comment dire, c'est juste un historique des différents jeux d'arcade, donc dans leur genre, entre guillemets, avec la fiche du jeu, donc la date de sortie, les caractéristiques techniques, etc.
et un ouvrage très récent, donc de 2017, de Ishii Zenji, qui est l'éditeur de GameS, donc le magazine de la slide d'avant, et qui a sorti un bouquin qui s'appelle Game Center Chronicle, donc les chroniques des salles d'arcade, où lui aussi fournit un historique assez complet. C'est une très grosse base de données qui est très pratique, surtout pour les gens comme moi qui n'ont pas connu directement ces périodes. Et lui, en plus de l'historique des différents jeux qui sont sortis, axe aussi ça avec les machines de jeu. Donc ça va être l'évolution des jeux et des machines de jeu dans les salles d'arcade. Et voilà. Le problème, disons que le thème central de ce genre d'ouvrage, c'est les deux caractères que vous avez là, c'est Shinka en gros, et vous les retrouvez dans ces ouvrages-là, et ici vous retrouvez les mêmes Shinka, qui veut dire évolution. C'est le souci de ce genre d'ouvrage, c'est que c'est des très bonnes bases de données. Malheureusement, en fait, c'est uniquement axé sur l'évolution des jeux, voire des machines techniques. Donc ça crée un biais assez problématique, comme on va le voir derrière, qui a été remis en question dans les travaux académiques. Ensuite, les œuvres populaires, pareil, je vous en ai mis que quelques-unes, mais qui traitent, dont le sujet, on va dire le théâtre principal et la salle d'arcade. Le premier, c'est Tokyo Head, donc de Gichiro Otsuka, qui est à la base un roman. Alors c'est pareil, j'ai mis des dates. Les dates, c'est l'apparition, on va dire, du médium original, sachant qu'au Japon, comme vous le savez certainement, avec le Media Mix, on a un mélange des médias assez prégnant. Donc là, Gichiro Otsuka Tokyo Head en 95, qui raconte l'histoire d'une bande d'amis qui est plus ou moins dans une communauté de joueurs de Virtua Fighter, donc sorti en 94, le premier Virtua Fighter en 3D dans les salles d'arcade. Et on a aussi, donc ça a été dérivé en série, là c'est la série que vous voyez là. Ensuite on a aussi No Continue Kid, No Kon Kid, Bokura no Game-shi, qui veut dire notre histoire du jeu. J'ai pas mis les auteurs parce qu'ils sont 5 ou 6, et c'est pas très important. Et diffusé sur Télébi Tokyo, qui est aussi une série télévisée. Et déjà ce qu'on peut voir, c'est le fond, on voit les mêmes rangées de bornes MIDI, bornes en L aussi. Donc sachant que quand on regarde les dates, là c'est 2013. Donc on voit tout de suite que ça fait référence à plus ou moins une même période, qui est celle des années 80-90. Ça, dans les œuvres populaires, c'est très prégnant. C'est-à-dire que même aujourd'hui, en fait, quand on parle des salles d'arcade au Japon, on va parler de la période 80-90 et des jeux vidéo. Et encore plus des bornes, même si dans nos comptes kits c'est un peu compliqué, parce qu'il y a aussi, on voit dans les premiers épisodes, les bornes cocktail avec Space Invader, mais c'est quand même plutôt ces bornes-là, c'est-à-dire les bornes qu'on connaît sur les jeux de Versus, qu'on voit à l'écran. Et autre animé très récent que je conseille à tout le monde, je sais pas, alors il est sur le Netflix japonais, mais je sais pas parce que j'ai pas accès au Netflix français, donc je peux pas vous dire. Ice Core Girl, qui est un manga à la base de Lensuke Oshikiri, et qui pareil prend en scène au début des années 90. Donc c'est l'histoire du petit garçon qui est fan des jeux de combat, et on voit son évolution donc au collège, au lycée. Ça traverse toutes les années 90 avec évidemment tous les jeux qui apparaissent à cette époque et toute la ferveur autour des salles d'arcade. Et je vous conseille fortement. Donc comme je disais, en fait, ce qu'on peut repérer dans les œuvres populaires, c'est que c'est toujours la même période qui revient en boucle. Ensuite, les travaux académiques maintenant. Alors, évidemment, sur les travaux académiques qui traitent directement des salles d'arcade, il n'y a pas grand-chose, vous vous en doutez. Il y a surtout deux noms à retenir. Le premier, c'est Hiroyasu Kato, qui est plus ou moins mon directeur de recherche, qui a publié un ouvrage donc, en 2011 qui s'intitule « De la culture des salles d'arcade », qui regroupe tous ses travaux, non seulement de thèse, mais aussi travaux antérieurs. Et donc, je vais essayer de vous résumer un petit peu la vision de Kato sur les salles d'arcade. Alors, premièrement, comme je l'ai dit un peu avant, il y a ce désir de réfuter, on va dire, la vision déterministe et un peu centrée sur l'évolution technologique et l'évolution des jeux et des machines, etc. Kato, lui, préfère vraiment orienter
les machines de jeu, les joueurs, les différents publics, les différentes machines de jeu, les différents lieux, les différents contenus évidemment, mais aussi les différentes ambiances, etc. C'est vraiment un condensé de tout qu'il essaye d'orienter. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, Kato parle souvent de l'époque des bornes cocktail. Donc, vous savez, c'est ces bornes en table avec l'écran orienté vers le haut. Lui explique très bien que l'écran orienté vers le haut, comment dire, impliquait des problèmes de reflet de l'éclairage. Donc forcément, la solution, on va dire, il y a eu évidemment plusieurs solutions, mettre des boîtes en carton pour éviter les reflets, mais on va dire la solution qui a fait consensus, c'était de baisser l'éclairage des établissements, évidemment, ce qui plongeait dans une ambiance assez sombre. S'ajoute à ça la fumée de tabac, etc., qui créait une ambiance qui attirait, on va dire, un certain public ou en excluait d'autres, évidemment. Ajoutant à ça la forme de la borne et la taille de la borne qui était très petite, donc qui se prêtait très bien à des espaces, à des petites surfaces, ce qui n'était pas fait pour les cafés de gare ou aux alentours des gares, surtout dans Tokyo et dans le périurbain. Et donc de cette manière-là, en fait, il lie vraiment public, machine de jeu, lieu, etc. Et il fait ça évidemment avec d'autres machines. Autre exemple qui va me permettre de parler de Kaiwa aussi derrière, la transition de ces bornes en table aux bornes en L dont j'ai parlé tout à l'heure, les bornes MIDI, donc avec l'écran plutôt orienté vers le joueur, ce qui évidemment résout déjà dans un premier temps le problème d'éclairage, mais surtout permet l'apparition d'un nouvel acteur dans la salle. Et là, on va parler de Kaiwa. Je me suis amusé dans mon mémoire à comparer l'utilisation de Kaiwa au sujet des jeux d'arcade de Mathieu Triclot et d'un côté et de Kato de l'autre. Donc, comme vous en rappelez, Mathieu Triclot, au sujet des jeux d'arcade, parle beaucoup d'expériences mélangeant lagon, donc la compétition, avec le vertige, je ne m'en rappelle plus, bref, avec le vertige en invoquant cette accélération permanente qui permet la désorientation des sens. Kato, lui, de son côté, préfère parler de mélange d'agon et de mimicry, donc de spectacle. Et j'en reviens à mes bornes en L, c'est-à-dire l'écran sur les bornes cocktail était difficilement accessible pour les spectateurs, il fallait se pencher au-dessus des tables, ce qu'on ne fait pas au Japon parce que ça ne se fait pas de se pencher à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Or là, avec l'arrivée des écrans qu'on peut voir de derrière, eh bien, les gens qui passent derrière peuvent regarder le jeu et évidemment jouer à un jeu avec des spectateurs derrière ou sans spectateurs, c'est pas la même expérience. Et donc on a tout ce jeu-là que Kato lie aussi avec l'évolution qui va venir derrière au début des années 90, des jeux musicaux, des jeux de rythme qui empruntent directement des éléments scéniques, on pense à DDR en particulier, qui vont encore venir appuyer sur cette notion de spectacle. Donc voilà un peu le type de travaux qu'il propose. Mais tout ce que je viens d'énoncer là, c'est absolument pas le cœur de son travail. Sachant qu'il est sociologue de base, lui, le cœur de son travail, c'est ce qui vient en tout dernier, ici, les formes de communication, les formations de communauté, notamment à travers les communication notes. Donc ces communication notes, c'est tout simplement des cahiers mis à disposition des joueurs dans toutes les salles, vous en trouvez encore aujourd'hui, à tous les étages des salles, qui sont à la base destinés à recueillir des avis des joueurs sur la salle, les jeux, tout ce qui est possible imaginable, pardon. Mais en réalité, en fait, ces communication notes sont vite devenus des sortes de réseaux sociaux pour les joueurs pour parler de tout et n'importe quoi, que ce soit des jeux directement, du contenu des jeux, mais aussi leurs soucis dans la vie, etc. Même se donner rendez-vous. Vraiment beaucoup de choses. Et lui, justement, va analyser le type de relations qui se développent dans ces carnets, sachant qu'il y a aussi une culture de l'illustration, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont dessiner dedans des choses parfois assez impressionnantes, coller des choses, enfin bref, ça va être un organe médiatique assez important. Et donc, voilà, c'est le cœur de son travail. Voilà à peu près pour Kato. Ensuite, la deuxième personne qui est Yasuo Kawasaki, c'est très récent aussi, il est encore en doctorat. Yasuo Kawasaki a une approche beaucoup plus historique des salles d'arcade. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de remettre en cause la vision, on va dire, homogène de la salle d'arcade. C'est-à-dire, il n'y a pas les salles d'arcade, il y a des salles d'arcade et qui fonctionnent sur des logiques propres. C'est-à-dire que vous allez avoir des types de salles d'arcade qui vont être complètement différents d'un autre. Donc, est-ce que c'est vraiment légitime de les regrouper sous l'appellation salle d'arcade? C'est la question qu'il pose.
Et notamment, il dégage 6 types d'établissements différents. Je les ai traduits en anglais pour pas trop m'éloigner de la version japonaise parce que c'est toujours assez compliqué. Donc on a le adjoining type qui commence dans les années 60. Alors ça fait référence plutôt aux, on va dire, les game corners que vous avez dans les cinémas, les bowling, etc. Vous avez Independent Type donc à partir de 71 qui là renvoie aux salles d'arcade indépendantes donc, qui proposent uniquement des jeux d'arcade. Ensuite vous avez les Single Location donc pour les enfants et pour les adultes qui là pour les enfants commencent à partir des années 60, on va le voir après, et pour les adultes à partir des années 70. Vous avez les Autosnacks qui sont les équivalents des... qui sont l'équivalent de nos aires d'autoroute, en un peu différent, mais vous aviez des bornes et elles sont un peu difficiles à trouver maintenant, mais dans les années 70, il y en avait beaucoup. Et les shopping centers, les game corners des shopping malls et des shopping centers dans le périurbain japonais à partir des années 70. 3 exemples de pratiques qui ont été un peu esquivés et qui ont été ramenés au goût du jour par Kawasaki justement. La première, donc la single location pour les adultes, alors je pense qu'il y en a qui doivent connaître quand même, les cafés Invaders, donc j'en parlais un peu, qui sont très liés aux bandes cocktail et qui sont des petites surfaces, donc des cafés qui étaient dans le centre-ville, qui ont connu un boom. Alors c'est toujours pareil, c'est ça la question, c'est l'histoire, on va dire, d'après les œuvres, on va dire, à grand public qui nous proposent un historique des jeux, vont parler du boom de Space Invader, mais sans jamais vraiment parler de ces cafés en fait qui font partie comment dire, qui expliquent aussi cette ferveur. Et donc j'aime bien cette image, je vous en ai parlé tout à l'heure, les solutions un peu le système D pour pallier au problème d'éclairage. Et donc là on avait, comme j'ai dit tout à l'heure, un public plutôt jeune, plutôt masculin. Avec des pratiques, on avait des problèmes de paris, de violence, etc., plus ou moins de raquettes. Ça, très important, les single location pour les enfants, ce qu'on appelle au Japon les dagashiyas, c'est très compliqué à traduire, mais en gros, c'est des espèces de confiseries de quartier qui proposent non seulement des confiseries, mais aussi des jouets et aussi des jeux. Alors, pas seulement des jeux vidéo, comme on peut le voir là, qui est une photo de début des années 60. On voit ici, c'est une machine, plus ou moins des premières machines de pachinko, qui a été un peu, on va dire, abandonnée et exemptée de sa fonction, on va dire, de gain d'argent, donc qui est devenu un jeu pour enfants. Donc, ça nous dit quelque chose, ça nous dit déjà qu'il y avait un public très jeune dès le départ, non seulement avant les jeux vidéo, c'est-à-dire sur les premières machines de pachinko, qui ne sont pas des machines à destination forcément des adultes de base. Et ensuite, on a les machines, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est les machines Neo Geo pour la plupart, qui sont à taille d'enfant, qui sont des bornes à destination justement spécifiquement pour ces confiseries-là. Vous avez ce genre d'endroit aussi, parce que c'est très compliqué, ils ont disparu, donc pour se rendre compte à quoi ça ressemblait, c'est un peu compliqué, il n'y a pas beaucoup de photos. Ça, c'est tiré de High Score Girl, donc le manga que je vous ai présenté. Tout à l'heure, on voit qu'il y a assez axé sur l'extérieur, on voit aussi les bandes de machines électromécaniques à côté des machines de jeux vidéo. Je vais vraiment pas avoir beaucoup de temps, je vais aller 2 minutes. Je vais aller très très vite. Donc ça, je vais zapper. Ah non, je vais pas zapper, c'est très important. Donc le souci, c'est quoi beaucoup? C'est que en fait, il y a beaucoup d'études qui vont être centrées sur le jeu vidéo. Il y a un gros impact des game studies anglo-saxonnes. Le problème, c'est que ça nous esquive tout un pan de la culture de la salle d'arcade. Moi, quand j'ai commencé mon terrain il y a 5 ans maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait un écart entre ce que je connaissais moi, ce que je pensais connaître des salles d'arcade japonaises et ce que je voyais de mes propres yeux. Notamment tout ce qui tourne autour du public féminin. Et là, on a plein d'études culturelles, notamment de Miyada Shinji, sur les Joshikose, qui sont les lycéennes, et de ce que font toutes les pratiques autour des lycéennes, pratiques des lycéennes dans les salles d'arcade. On a notamment tout ce qui est Polycula, donc ces machines, ces photomatons, vous connaissez, et justement les machines ces machines à pince, et plus tard les machines de jeux de rythme. Et aussi au niveau des mœurs, ce qu'il explique, c'est qu'en fait ces salles d'arcade, pendant beaucoup de temps, ont été un lieu où il se passait une prostitution des étudiantes qui passaient directement par les organes médiatiques, dont les tableaux et aussi les communication notes qu'on a vu tout à l'heure, pour se prostituer. C'est un très gros problème qui est encore aujourd'hui au Japon. Et c'est aussi un lieu de refuge, parce qu'il faut savoir que les pelliculas sont
généralement interdit d'accès aux hommes seuls. Donc en fait, quand elles ont des problèmes, pour trouver refuge, ça leur arrive d'aller dans ces espaces de pellicula. Donc quand vous imaginez une salle d'arcade japonaise, il faut aussi penser à ça. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça, c'est des intérieurs de salles d'arcade japonaises et qui sont pas du tout rares. Il y en a dans énormément de salles d'arcade japonaises. Je vais juste aller très vite sur la situation de maintenant. Donc on parle beaucoup de la culture de la salle d'arcade au Japon comme encore foisonnante. C'est un peu à nuancer si vous voyez les chiffres là du nombre d'établissements en fonction du nombre de bornes. Donc déjà on voit le nombre d'établissements qui depuis 1995 ne cesse de baisser. Alors évidemment ça a relativisé avec l'Europe parce qu'il y a quand même on va dire un peu plus de 15 000 salles sur le territoire, ce qui est quand même beaucoup par rapport à chez nous. Mais on voit en fait que c'est surtout un certain type d'établissement, à savoir justement les petites surfaces avec peu de bornes qui ont baissé énormément au fil des années, alors que les grandes surfaces avec plus de 100 bornes ont plus ou moins augmenté dans les années 2000 pour stagner, on va dire, jusqu'à présent. Ça va avec aussi la répartition par type d'établissement. Notamment, on voit ici que c'est les centres commerciaux, les salles d'arcade de shopping mall qui prennent le pas très rapidement et qui continuent d'augmenter. Donc c'est des salles qui vont être plutôt dans le périurbain ou vraiment dans les quartiers de gare en centre-ville. Là, pour vous expliquer, j'aurai pas le temps de faire les détails, mais là vous avez les recettes opérations par type de machine. Les opérations, c'est quand un joueur met une pièce dans la machine. On voit très bien que depuis 1996, en fait, le jeu vidéo est complètement dépassé par les crane games, donc les UFO Catcher, vous voyez la courbe là. Ça, c'est les UFO Catcher. Et sachant qu'en deuxième position, c'est les Medal Games, donc qui ne sont pas non plus des jeux vidéo, mais des machines électromécaniques. Donc on a les deux premières positions, c'est des machines électromécaniques. Ce qui pose question sur le centrage des chercheurs sur les jeux vidéo, notamment actuellement avec les jeux de rythme. Il faut savoir que les jeux de rythme, ils sont là. Donc c'est des pratiques qui sont intéressantes à étudier, mais moi je pense que ici, ce qui se passe ici, ce serait bien d'étudier aussi. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Et là, c'était les études de recettes opérations. On le voit aussi avec les questionnements, le côté joueur. Ça, c'est des enquêtes qui sont réalisées sur les joueurs chaque année, sur quel est le genre de jeu que vous aimez le plus, fait sur à peu près 3300 joueurs. Vous avez les crane games qui arrivent en première position de loin avec 66% et les medal games juste derrière, et avec les jeux vidéo qui suivent en troisième position. Donc voilà, j'aurais pas le temps, je voulais faire un truc un contraste assez violent. Ça, c'est des salles d'arcade japonaises. Et non pas des rangées plongées dans le noir avec des jeux de combat comme vous avez l'habitude de le voir. Sachant juste un dernier mot, ça n'a pas fait de bruit dans la presse. Enfin, à ma connaissance, ça n'a pas fait trop de bruit. Street Fighter V est le premier Street Fighter à ne pas avoir été édité en bande d'arcade. Donc il n'y a pas de borne de Street Fighter V dans les bornes d'arcade, dans les salles japonaises. Et tout le monde s'en fout. Je vous remercie de m'avoir écouté.